honorables assesseurs, j'ai écouté hier un des représentants du ministère public dire à cette barre, en tout cas à cette audience, que, Monsieur le Président, vous avez l'impérium, vous êtes souverain. En la matière, vous n'avez pas d'autorité juridictionnelle supérieure. Mais je me suis posé la question. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce à dire que le tribunal de première instance de Dixine, siégeant et statuant en matière criminelle, est supérieur à la chambre pénale de la Cour suprême de Guinée? La réponse, elle est négative. Monsieur le Président, honorables assesseurs, il ne faut pas laisser le ministère public vous induire en erreur. En tout cas, cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité a été définitivement tranchée par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 rendu par la Cour suprême, par la Chambre pénale de la Cour suprême, lequel arrêt a d'ores et déjà acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, qu'on ne revienne pas pour tenter de distraire le tribunal. Mieux, Monsieur le Président, même votre pouvoir de requalification, qui est certes un droit et un devoir, trouve aussi ses limites. Je dis bien, trouve aussi ses limites dans la protection des droits de la défense. Donc, il est juridiquement inadmissible à cette phase de la procédure que le ministère public, qui avait déjà requis, que ce soit devant le pôle des juges d'instruction, que ce soit devant la deuxième chambre du contrôle de l'instruction, que ce soit devant la chambre pénale de la Cour suprême, ce même ministère public avait déjà requis la qualification des faits poursuivis en crime de droit commun. Et donc, les faits poursuivis, la Cour suprême s'est déjà prononcée sur cette question de requalification. Donc, le même ministère public ne peut plus revenir à cette phase de la procédure pour demander le contraire. C'est pratiquement impossible, c'est juridiquement inadmissible, Monsieur le Président. D'où il est cher de rejeter purement et simplement cette demande inopportune, infondée et sans objet. Je poursuis, Monsieur le Président. J'ai suivi hier les interventions de mes confrères de la partie civile et j'ai eu à relever quelques points sur l'interprétation de l'article 2 relatif à la chose jugée. J'ai suivi hier un confrère dire que cet article est relatif à l'action publique. Et donc, on ne peut pas invoquer cet article devant ce tribunal. Mais quand on demande la requalification des faits poursuivis, cette requalification fait allusion à quoi? À l'action publique, bien sûr. Donc, on ne peut pas venir semer en tout cas l'amalgame pour dire que non, cet article ne s'applique pas au cas d'espèce, Monsieur le Président. Donc,
Et sur l'applicabilité du statut de Rome, je crois que mes éminents confrères ont tour à tour, en tout cas exposé, brillamment même exposé là-dessus. J'aimerais simplement relever ceci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Si le juge pénal guinéen n'avait pas besoin d'un texte interne d'application de ce statut, pour quel intérêt le législateur guinéen aurait pris la peine, en tout cas, d'interner encore les mêmes dispositions dans notre arsenal répressif, notamment dans le code pénal. Mais le principe de la territorialité, c'est clair. Nous sommes en matière pénale. Les autres matières invoquées par les uns et les autres ne s'appliquent pas ici. Nous sommes en matière pénale, nous sommes en procédure pénale. Donc, nous réitérons que pour que les dispositions du statut de Rome soient applicables, il faut au préalable que ces dispositions soient internalisées. Et c'est pourquoi, à partir de l'an 2016, où le nouveau code pénal a pris en considération ces dispositions peuvent bien sûr s'appliquer, mais pas aux faits poursuivis antérieurement à l'adoption du nouveau code pénal. Monsieur le Président. Ici, bon, en ce qui concerne les arguments développés par rapport à l'attaque générale et systématique contre une population civile, je vais m'en remettre à mes conclusions que j'ai déjà produites et dans lesquelles j'ai largement développé ces points. Même sur les contre-vérités que le parquet a attribuées à mon client, à M. Blaïboum, les dénaturations faites par le parquet, j'ai largement développé dans mes conclusions, donc je ne reviens plus là-dessus. On vous parle de concordance des déclarations entre les parties civiles, les déclarations faites par les parties civiles et même par les témoins. Mais, Monsieur le Président, nous avons tous suivi les déclarations des parties civiles et même les dépositions des témoins à cette audience, que ce soit à l'audience publique ou à l'audience du huis clos. Mais nous avons relevé beaucoup de contrariétés. Beaucoup de contrariétés. Une partie civile vient dire une chose et quand vous l'opposez, la version contraire d'une autre partie civile, la même partie civile vous dit, si elle a dit ça, c'est sa version. Moi, ce que j'ai dit, c'est ma version. Où est alors la concordance? Où se trouve la concordance? Il en est de même pour les témoins. Les témoins, chacun a donné sa version des faits. Et quand on essaie d'opposer une déposition d'un témoin à un autre témoin, l'intéressé dit la même chose. Où se trouve la concordance alors? Il n'est que des contrariétés. Je prends un exemple par rapport au nombre de corps. Les dépositions des témoins ou les dépositions des témoins à 7 barres. Le médecin légiste est venu donner un chiffre. Et selon le médecin légiste, le nombre total de corps, en tout cas déposés dans les 2 morgues, ça faisait 58. Et Valentin vient parler de 54 corps. Et curieusement, j'ai dit bien curieusement,
M. Sano, qui était chef d'état-major général des armées d'alors, et qui a déclaré hier, dans son procès verbal, de déposition des témoins, qui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, qui avait procédé au décompte, au ramassage des corps, qu'il y avait 57 corps. En tout cas, 57, selon lui, 57 personnes tuées. Donc, 7 par balle et les autres par bousculade. Dans son premier d'audition, bien sûr, de témoins. Et le même Sano vient déclarer à cette barre que selon le même rapport de la Croix-Rouge, selon la dame de la Croix-Rouge, selon lui, une dame dont il ignore l'identité, que selon le rapport que la dame de la Croix-Rouge lui aurait remis, il y avait 157 corps. Où se trouve la concordance avec les écarts considérables? Où se trouve la concordance? On aurait dû nous produire au moins ce rapport de la Croix-Rouge pour que ce rapport puisse faire l'objet d'un débat contradictoire. Mais, en tout cas, nous n'avons pas ce rapport. On demande à M. Sano où se trouve le rapport. Il dit qu'il ne sait pas où il a mis sa copie. Donc, où se trouve la concordance? Il n'y a pas de concordance. Donc, le ministère public ne saurait se focaliser sur ces déclarations pour parler de réqualification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Ça ne tient pas. Je dis bien, ça ne tient pas. Monsieur le Président, je vais terminer en disant ceci. J'ai suivi hier mon distingué confrère de la partie civile, dont j'ai un respect religieux pour lui et dont je ne vais pas citer ici, dire que, Monsieur le Président, nous avons tous prêté serment pour dire le droit. Moi, en tout cas, je n'ai pas prêté serment pour dire le droit. Si lui, il a prêté serment pour dire le droit, moi, je n'ai pas prêté serment pour dire le droit. Dire le droit, c'est l'office du juge. C'est votre mission de dire le droit. En tout cas, au sens de l'article 1er de la loi 014 portant réorganisation de la profession d'avocat, ma mission est de défendre les droits et les intérêts des personnes physiques ou morales devant toutes les juridictions, devant tous les commissariats de police, aux brigades de gendarmerie ou de douane, devant les administrations publiques ou semi-publiques, devant les services décentralisés. Donc, dire le droit, c'est votre mission, c'est votre office. Et je pense que c'est dans le cadre de ma mission que je suis dans cette salle pour assister le colonel Blaise Goum. Donc, Monsieur le Président, honorables assesseurs, c'est vous qui êtes chargé de cette mission, en tout cas de cette noble et délicate mission de dire le droit. C'est pourquoi la défense de M. Blaise Goum vous demande de dire le droit en déclarant le ministère public irrecevable en ses réquisitions aux fins de réqualification des faits pour se juger. Sur ce, nous vous remercions. Monsieur le Président, merci, messieurs du tribunal. Monsieur le Président, je vais répondre aux arguments de la défense point par point. Je vais commencer par répondre, Monsieur le Président, à la chose jugée, prétendument soulevée par la défense. Et ensuite, Monsieur le Président, je vais répondre à l'applicabilité du statut de Rome. Et enfin, Monsieur le Président,
je vais conclure sur le caractère bien fondé de la requalification. Monsieur le Président, la défense soulève la chose jugée contre la demande de requalification. Et la défense fonde cet argumentaire sur l'article 2 et l'article 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, déjà, j'ai comme l'impression que nous ne lisons pas les mêmes textes. Je vais le démontrer tout à l'heure. Monsieur le Président, je voudrais que vous notiez que la chose jugée est bel et bien recadrée par les dispositions du Code de procédure pénale. C'est très bien encadré. Donc, on ne peut pas entretenir d'amalgame à ce sujet. Voilà pourquoi je vous prie de bien vouloir suivre avec moi, Monsieur le Président, la lecture de l'article 2 du Code de procédure pénale de 2016, invoqué par la défense. Cet article dispose: l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. À la lumière de ces dispositions légales, peut-on dire, Monsieur le Président, que la demande de qualification est une action? Plus précisément, est-ce que c'est l'action publique? Parce que ce code parle de l'action publique. Ce n'est donc qu'à l'action publique que l'on peut opposer la chose jugée. C'est ce que dit ce texte. L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. Est-ce que la demande de requalification est une action publique? Est-ce que c'est l'exercice de l'action publique? Mais non. En tout cas, à la lecture de cette disposition légale invoquée par la défense. Monsieur le Président, l'arrêt dont il s'agit, l'arrêt de la Cour suprême, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque le ministère public a effectivement apporté la réponse qui sied, est un arrêt qui est rendu en phase préparatoire. C'était au niveau des enquêtes préparatoires. La Cour suprême n'a jamais été saisie d'une juridiction de fond sur cette question. Je continue, Monsieur le Président. Cela étant, est-ce que l'indivisibilité du parquet empêche les membres de ce dernier, à des niveaux différents, de soumettre la même question à une juridiction qui n'a pas encore tranché sur cette question? Oui, il s'agit du ministère public du tribunal de première instance du Dixine, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce la même étape? Mais non, Monsieur le Président. Nous sommes désormais à la phase de l'instruction définitive. Et donc, Monsieur le Président, le ministère public est bel et bien fondé, même si par ailleurs on peut lui en vouloir parce que effectivement c'est lui qui avait demandé la requalification de crime contre l'humanité au crime de droit commun, mais rien ne l'empêche, Monsieur le Président, devant vous,
à demander la requalification des faits. Rien, bien au contraire. L'article 405 du Code de procédure pénale permet au ministère public de prendre des réquisitions, les réquisitions plutôt, qui lui paraissent nécessaires d'invoquer parce que ce code, cet article, j'allais dire, dispose ainsi qu'il suit. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Et c'est bien le cas, Monsieur le Président. Le ministère public, à cette audience, a pris cette réquisition pour vous demander la requalification des faits. Ce n'est pas une action publique, encore une fois, que le ministère public a engagée pour qu'on lui oppose la chose jugée. Poursuivons la lecture des dispositions légales invoquées par la défense. Lisons l'article 4 du Code de procédure pénale de 2016, également invoqué par la défense, qui dispose cet article. Toute poursuite cesse, je dis bien, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, j'aimerais savoir si, encore une fois, le ministère public, en demandant la requalification, a poursuivi de nouveau. Aussi, je m'interroge, Monsieur le Président, sur la question de savoir si le capitaine Moussa Dadis Camara et sa suite ont été définitivement jugés pour les mêmes faits et que soit ils ont été acquittés ou qu'ils ont été condamnés, auquel cas la peine devra être subie. Est-ce qu'ils sont en train de purger une peine? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Absolument non. Cette disposition, cette autre disposition également, ne peut être opposée à la demande de requalification. Pas du tout. Qu'on invoque d'autres dispositions. Mais ces deux-là n'ont absolument rien à voir avec une demande de requalification. On ne peut donc pas, en conclusion, opposer la chose jugée, Monsieur le Président, telle que prévue par ces dispositions invoquées par la défense, à la demande de requalification, qu'on aille chercher ailleurs. Monsieur le Président, la défense demande aussi que si par extraordinaire, il vous arrivait de passer outre leur demande de rejet sur la base de ces deux dispositions légales, qu'il vous plaise donc constater, selon la défense évidemment, que le statut de Rome ne serait pas applicable en Guinée pour ces faits. Monsieur le Président, là également, je suis surpris à plus d'un. Je pensais qu'on aurait pu apprendre avec d'éminents avocats de la défense, parmi lesquels il y a de l'unanimité sur l'éloquence, la pertinence. Hélas, ça n'a pas été le cas. Monsieur le Président, une interrogation systématique s'invite précisément la question de savoir si un texte de loi ou réglementaire subordonne l'application du statut de Rome à l'internalisation des infractions de celui-ci, que celui-ci prévoit.
la défense nous dit que pour que le statut de Rome soit appliqué en République de Guinée, qu'il faut d'abord qu'il y ait un texte qui demande à ce que les infractions prévues par le statut de Rome soient internalisées. Ou qu'il y ait un texte qui internalise les infractions prévues dans le statut de Rome. Ça, c'est de la théorie. C'est de l'invention. La défense qui aime opposer des dispositions légales ici, à cette audience, n'a pas invoqué ni un texte de loi, ni une disposition réglementaire qui subordonne l'application du statut de Rome en République de Guinée. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, ce statut d'ailleurs, à son article 126, est sans ambiguïté par rapport à son applicabilité. C'est sans embâche. Monsieur le Président, je voulais dire que c'est sans équivoque. Cet article dispose l'article 126 du statut de Rome. Le présent statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au point 2, à l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut ou y adhère après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Ces dispositions légales de l'article 126 du statut de Rome sont intitulées « Entrée en vigueur ». Entrée en vigueur des statuts. Peut-être qu'il va falloir, Monsieur le Président, pour éviter tout amalgame, définir ce qu'est le terme juridique, ce que sont les termes juridiques entrée en vigueur. Monsieur le Président, l'entrée en vigueur d'un texte de loi est définie par le lexique des termes juridiques 2017-2018 de la 25e édition d'ALOS comme étant la date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. La date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. Cette date a été, Monsieur le Président, indiquée ici, à travers le décompte, par l'article 126 du statut de Rome, intitulé « Entrée en vigueur ». Mais comment peut-on nous dire encore que non, le statut de Rome ne peut pas être appliqué en République de Guinée? Voyons, Monsieur le Président, si la Guinée a ratifié, puisque cet article parle de ratification à partir du moment où l'État concerné dépose l'instrument de ratification. Monsieur le Président, ce n'est pas compliqué de le savoir, parce que même si vous cliquez tout à l'heure sur des recherches, les bonnes recherches, bien entendu, la République de Guinée a déposé son instrument de ratification en 2003. Je suis en train de chercher la date exacte. Le 14 juillet, effectivement.
Et donc, Monsieur le Président, la République de Guinée a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003. Après l'avoir signé, puisque la signature ne l'engage pas, pour ce qui est de l'applicabilité, Monsieur le Président, c'est la ratification. Donc, après avoir signé quelques mois plus tôt, soit en août, Monsieur le Président, plutôt en septembre, c'était le 7 septembre, la République de Guinée a donc ratifié ces statuts. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, le statut de Rome est applicable en République de Guinée depuis 2003. Depuis 2003. Et pour s'en convaincre, Monsieur le Président, je m'en vais citer un exemple banal. Voyez-vous, Monsieur le Président, le cas ivoirien. La République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé le traité, le statut de Rome en 1998. En 1998. Mais ne l'a ratifié qu'en 2013, peu avant le procès de Gbagbo. Et c'était pour cause. C'était pour l'applicabilité du statut de Rome sur le cas ivoirien. Et là encore, Monsieur le Président, pour quel fait? Des faits qui remontaient à 2010. Voyez-vous, Monsieur le Président, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le traité a été signé en 1998, il a été ratifié en 2013, mais pour des cas de 2010. Donc, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, ont été jugés sur la base des infractions prévues et punies par le statut de Rome, que leur pays a ratifié bien plus tard, soit 3 ans après, les faits pour lesquels ils avaient été poursuivis devant la CPI. C'est vous dire que même si la Guinée avait ratifié, Monsieur le Président, ce traité après les événements douloureux de 2009, ce traité, Monsieur le Président, aurait pu s'appliquer. Parce que là, nous avons une jurisprudence. Encore que, je le rappelle, nous, en République de Guinée, nous avions ratifié ce statut en 2003 déjà, bien avant la perpétration de ces crimes odieux, Monsieur le Président. Peut-on nous dire que le statut de Rome ne s'applique pas en République de Guinée? Mais je tombe des nues. Je tombe des nues. En tout état de cause, aucune disposition légale, aucun texte réglementaire, encore une fois, ne nous a été apporté, lesquels subordonnent l'application du traité de Rome en République de Guinée, à la prise d'un texte ou à l'internalisation. Et lorsqu'on nous parle de l'article 10 de l'acte uniforme du traité, Monsieur le Président, mais c'est dans le même sens que l'article 126. On n'a pas besoin d'un texte pour internaliser. Nous avons le nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui est applicable. On n'a pas besoin de texte. C'est au même titre que cet article 126, Monsieur le Président. On l'applique. Monsieur le Président, c'était cela concernant les arguments soulevés par la défense. Et enfin, la conclusion que je tire sur le caractère bien fondé de la requalification de ces faits en crime contre l'humanité. Il est important, Monsieur le Président, d'aller chercher dans les faits les caractéristiques de crime contre l'humanité.
Monsieur le Président, il n'y a pas besoin d'aller loin, trop loin pour chercher ces caractéristiques. Lisons un extrait des déclarations de M. Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Dans son procès verbal d'interrogatoire, au paragraphe 2, à l'avant-dernière page, voilà ce qu'il dit. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi du côté de l'autoroute à bord des camions et des pick-up. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. J'ai immédiatement donné l'ordre de cesser les tirs. Mais comme ils étaient plus nombreux, à chaque fois que je dépassais un groupe, ils reprennent les tirs derrière moi. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. J'ai bien aimé le développement avec vigueur du substitut Kamara Aboubakar Sidiki sur ces éléments. Voilà, monsieur le Président, honorable assesseur, une attaque systématisée. Des gens bien coordonnés qui quittent leur lieu de travail, qui quittent le président que certains prétendaient chercher et qui descendent, monsieur le Président, vers un endroit où ils savent qu'il y a des civils en train de dire non à leur candidature future, monsieur le Président. Et ils tirent sur ces gens, à bout portant. Comme l'a dit le commandant Toumba. Et ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. N'est-ce pas la preuve d'une attaque systématique, généralisée, prévue par l'article 7 du statut de Rome? Je continue. Voilà ce que M. Blaise Goumou, lui, dit, par endroit, voir son PV d'interrogatoire. Il y avait des gendarmes stagiaires avec nous, mais pas des miliciens. Est-ce qu'à l'époque, Monsieur le Président, en réalité, les services spéciaux se promenaient dans leur patrouille avec des gendarmes stagiaires? Non. Mais ce jour, puisque l'attaque a été coordonnée, il fallait un bien plus grand nombre. Et donc, on est allé chercher, on a fait appel à des gens qui étaient à plus de 100 km de Conakry. Peut-on nous dire que ça, ce n'était pas organisé, que c'était spontané, avec l'état des routes à l'époque, jusqu'à Fourekaria, et derrière Fourekaria, à Kalia? Monsieur le Président, ces gens étaient préparés. Je continue. Monsieur le Président, voilà ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, lui, il dit. Plus tard, lui également, voir son procès verbal d'interrogatoire. Plus tard, j'étais toujours à mon bureau lorsque Joseph Makambo est rentré pour me dire que Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, est allé au stade et qu'il y a eu de nombreux morts. Il le confirme. Il a dit au cabinet d'instruction que Makambo est venu me dire que le commandant Toumba et ses éléments sont allés au stade. Ils ont tué. Monsieur le Président, voilà des attaques systématiques et généralisées. Poursuivons avec la déclaration de seulement deux parties civiles. En l'occurrence, M. Baouri, lors de l'audience publique du 21 mars 2023, ici. Voilà ce qu'il a dit. L'extrait de la vidéo est disponible pour ceux qui, en tout cas sur YouTube, pour ceux qui peuvent aller vérifier. Quelque temps après, il y a eu des grenades lacrymogènes, des tirs. On a vu, comme des petits moineaux, la plupart des gens
qui étaient sur la pelouse, chacun cherchant à fuir. On a vu des bérets rouges venir. Monsieur le Président, il parle de gaz lacrymogène. Je poursuis, vous allez comprendre. Monsieur Luceni Fall, lui comparant à l'audience publique du 28 mars 2023, lui dit ceci: le stade était inondé de gaz lacrymogène. Ensuite, les militaires ont fait leur entrée avec, à leur tête, le commandant Toumba. Les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Les portails tenus par les militaires. J'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Lui également parle, Monsieur le Président, de gaz lacrymogène. Et nous savons tous que les gaz lacrymogènes ne sont pas des bombes lacrymogènes, des armes utilisées par les bérets rouges, par la garde présidentielle, mais plutôt par la police et par la gendarmerie. Je ne sais pas si les membres des services spéciaux en disposent. Ça témoigne qu'il y avait des policiers dans le stade, dans l'enceinte du stade. Il y avait des gendarmes dans l'enceinte du stade qui, en premier lieu, ont lancé des gaz lacrymogènes. Tous ces corps réunis contre cette cible, cette population civile, pour protéger son pouvoir. Une attaque systématique, généralisée. Tous les corps confondus se sont ligués, Monsieur le Président, contre leur population. C'est vexatoire, c'est ahurissant. Monsieur le Président, je continue. Je continue et je m'en vais vers la concordance quasi parfaite des récits au huis clos sur les formes de violences sexuelles. Pour ceux qui ont assisté aux audiences à huis clos, les récits que nous avons entendus sont poignants, à telle enseigne que beaucoup d'entre nous, professionnels ici, à part le tribunal, ont versé des larmes, moi y compris. Parce qu'il y avait de la particularité, Monsieur le Président. Il y avait de la particularité sur les cas de viol. Avec ces récits, ce ne sont pas des cas de viol que nous avons l'habitude de voir dans les juridictions. Non. Là, il y avait le deuil spécial, Monsieur le Président. Il y avait une autre intention que de satisfaire leur libido, Monsieur le Président. Ce n'était pas vraiment pour violer, pour satisfaire la libido, non. C'était à la fois humilier les gens, les atteindre dans leur dignité. Parce que jeunes filles, jeunes dames, vieilles, ont défilé ici, ont été violées. Et ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Des armes ont été utilisées. Permettez que je le dise. Dans le sexe des gens, des bâtons, des mains, dans le sexe des gens. C'est particulier. C'est particulier, Monsieur le Président. Voilà des faits, voilà des caractéristiques, Monsieur le Président, des crimes contre l'humanité. C'est comme au Congo, effectivement, Monsieur le Président. C'est cette pratique. C'est pour faire en sorte que vous, on vous fasse regretter votre participation à ces mouvements de soutien. C'est pour faire en sorte que demain, lorsque vous entendez parler d'un appel à manifestation, que vous ayez le dégoût. C'est ce qui a été fait ce jour-là. Voilà pourquoi certains se sont demandé, parmi des hauts gradés à l'époque qui ont été entendus en cabinet d'instruction, notamment, si j'ai bonne souvenance, le commandant Moussa Keita. Il s'interrogeait sur comment est-ce que, dans l'euphorie,
Comment est-ce que dans cette situation, quelqu'un peut être en érection? Je me suis interrogé, j'ai dit, ben, je comprends. Il ne sait pas. Quand bien même c'est un militaire, il ne sait pas le deuil spécial qui est derrière. On parle de réparateur de femmes au Congo. Ce grand médecin, prix Nobel de la paix, je ne sais en quelle année, mais Monsieur le Président, c'est les mêmes pratiques. C'est en cela, Monsieur le Président, qu'il s'agit effectivement de crimes contre l'humanité. On ne peut pas le nier, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a beaucoup à dire pour ce qu'il est de la requalification des faits. On parle également de torture prévue par l'article 7, Monsieur le Président, du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, Monsieur Paul Mansa est venu à l'audience publique ici. Il a déclaré qu'effectivement, Begré torturait des gens. Il y avait des gens au camp Kundara. Qu'est-ce qu'il y cherchait? Était-ce un OPJ pour interpeller des gens? Ce n'était pas son travail. Il torturait des gens. Seulement, Paul Mansa dit que lui, il ne fait pas partie. Mais il a confirmé que oui, effectivement, il y a eu des cas de torture, Monsieur le Président. Ces personnes ont été enlevées où? C'était au stade. Donc, effectivement, Monsieur le Président, le ministère public est plus que fondé à demander la requalification des faits en crime contre l'humanité. Et, Monsieur le Président, j'allais oublier. Lorsqu'on dit que le ministère public s'est rendu compte que non, avec les crimes de droit commun, les crimes de notre code pénal, il n'a pas d'éléments, suffisamment d'éléments contre les accusés. Mais ce n'est pas comprendre en réalité la gravité des faits. Ce n'est pas le comprendre en réalité. C'est parce que le ministère public s'est rendu compte que oui, effectivement, il y a bien plus grave. Il n'y a pas que complicité, il n'y a pas que assassinat, il n'y a pas que les crimes de droit commun. C'est bien plus grave. Et, Monsieur le Président, nous avons juré de dire le droit. Nous avons juré, et avocats et magistrats, nous avons tous juré de rendre service à la nation en disant le droit. Ils se sont rendus compte qu'il y a bien plus grave. Et c'est pourquoi ils ont demandé la requalification. Parce qu'il y a effectivement bien plus grave. Je vous remercie, Monsieur le Président.